Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée d'études d'humanitaire. Euh, nous sommes heureux et heureuses plutôt de vous accueillir et je vais simplement en quelques mots rapides, vu que nous avons déjà un petit peu de retard, vous rappeler qu'Humanitaire est un collectif de recherche informel né en 2020 de la volonté d'hispanistes conscients de la nécessité de se relier à d'autres chercheurs en sciences humaines et en sciences dites dures afin de réfléchir ensemble à un certain nombre de problématiques actuelles sur lesquelles le regard conjoint semblait nécessaire. Il s'agissait avant tout pour Humanitaire de rompre les cloisonnements disciplinaires et de mettre en évidence que si ces cloisonnements peuvent avoir quelque utilité au plan épistémologique et aussi sans doute dans la logique de fabrication des carrières universitaires, ne constituent en rien une donnée naturelle et incontournable. Ainsi, Humanitaire entend-il mettre en synergie et faire s'entrecroiser sur un certain nombre de thématiques des approches disciplinaires variées afin de restituer leur complexité et manifester que oui, nous parlons de la même chose, mais pas nécessairement de la même façon, et que ces regards croisés sont une richesse. Donc, notre volonté, en fait, c'est de dire qu'il y a sans doute un langage commun à la science au sens large, et c'est ce langage qui nous intéresse ici de retrouver et que nous cherchons à appréhender au travers des diverses langues que sont nos disciplines. Après avoir organisé une journée d'études sur l'épidémie COVID-19 en juin 2021, puis une journée sur les concours de l'enseignement secondaire en octobre 2021, Humanitaire entame aujourd'hui sa troisième journée d'études sur les fake news, imposture et complotisme. Cette problématique nous a paru importante pour faire le point sur ce phénomène croissant qui concerne certes les informations que nous recevons tous les jours, mais aussi la manière de construire le savoir dit scientifique. Elle dit aussi un certain rapport au monde et interroge nos modalités de questionnement critique et d'élucidation des vérités. Sujet brûlant auquel la pandémie COVID-19 a conféré une actualité sans précédent. Nous espérons donc que les débats seront fructueux, que par-delà les visions que nos disciplines respectives nous donnent de ces questions, nous parviendrons à développer une approche complexe, interdisciplinaire, féconde, et pourquoi pas en riant un peu, puisque ça peut être parfois drôle, ces situations de fake news, de complotisme, etc. Et nous remercions donc d'ores et déjà tous les participants, tous celles et tous ceux qui ont fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons donc ouvrir maintenant de façon... et donc, je vais assurer la modération de cette première session. Parfait. Et je vais donc passer la parole à... Non, ce n'est pas la première session, pardon, c'est la conférence inaugurale dans un premier temps. Et donc, je vais passer la parole à Caroline Lepage qui va présenter Hubert Védrine, que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous. Alors, évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Hubert Védrine. En revanche, j'en profite pour le remercier très, très vivement au nom du collectif, du groupe Humanitaire. C'est vraiment un plaisir et un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Alors, quand je vous ai invité à participer à cette journée d'études, faussaires, complotistes et autres réinventeurs de monde, ma question était simple: quelle place, quel rôle jouent aujourd'hui les faussaires, les imposteurs, les complotistes dans le champ disciplinaire, éventuellement volet théorique, en tout cas volet pratique certainement, de la géopolitique. Je vous ai demandé, est-ce que c'est un épiphénomène, le bruit du monde, un bruit de plus du monde, ou est-ce que c'est une vraie donnée de l'équation à prendre en compte? Donc, Monsieur Védrine, je vous cède donc la parole et nous allons vous écouter avec grand intérêt sur ce sujet. Merci beaucoup. Bon, merci Caroline de cette introduction. Je vous remercie devant tous les autres de m'avoir invité. En même temps, je rappelle ma perplexité depuis le début, parce que le lien entre les réflexions que je peux développer devant vous, c'est des réflexions à haute voix, ce n'est pas une intervention travaillée, préparée. C'est à la fois stimulant, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté, et en même temps, le lien entre ce que je vais avoir à dire et votre programme n'est pas évident.
c'est pas évident. Et le monde de la géopolitique est un monde en soi, avec ses propres règles. Je rappelle que c'est tout simplement le carrefour entre l'histoire, la géographie, les relations internationales et la décision politique et les événements. Donc, beaucoup de choses, c'est un terme qui n'était pas employé pendant une période très longue de l'histoire et qui est maintenant employé à toutes les choses. Donc, le lien n'est pas évident. Alors, donc, je voudrais dire que j'ai accepté l'invitation de Caroline Lepage parce que c'est précisément comme c'est pas évident et complexe, c'est assez stimulant, première chose. Et après, je vois que vous allez parler posture, fake news, tromperie, mensonge. Alors, canular, c'est encore autre chose, ça. C'est une tradition normalienne, on va dire, mais disons, c'est tout le paquet de l'imposture, donc des imposteurs. Et pourquoi est-ce que les imposteurs arrivent à être crus plutôt que les autres? Bon, ça, c'est le point de départ, c'est tout à fait intéressant. Et la question que je mets en avant tout de suite, que je retrouverai en conclusion, mais qui a le pouvoir, en fait? Qui a le pouvoir intellectuel, la légitimité, le pouvoir en termes de crédibilité, de dire que telle chose est un mensonge? Ça suppose qu'il y ait une capacité à définir la vérité à un moment donné, dans tel ou tel domaine. Alors, dans les sujets géopolitiques, c'est précisément pas évident. C'est pas évident. Si on se réfère à l'histoire en général, avant de revenir à la géopolitique d'aujourd'hui, regardez des débats absolument sans fin sur la façon dont, au début de la Troisième République, on a reconçu les manuels d'histoire, on a raconté, on a écrit l'histoire de France, le fameux récit national. Regardez la présentation sur Vercingétorix. On oublie de raconter qu'il y a une grande partie des Gaulois qui travaillaient déjà avec les Romains et qui ne voulaient pas du tout être embarqués dans une espèce d'aventure incertaine avec les Arvernes. Bon, d'où la défection à Alésia. Regardez les controverses longtemps après sur est-ce que le baptême de Clovis s'explique comme on l'a raconté, est-ce que c'est un événement fondateur ou pas. Regardez, si on saute les siècles, il y en a dans tous les siècles, des débats sans fin sur le traité de Versailles. Le traité de Versailles, l'interprétation de Keynes ou l'interprétation de Bainville ou d'autres. Est-ce que le traité de Versailles était les traités qui vont avec, est-ce qu'ils étaient proportionnés, adaptés, trop durs, pas assez durs? Est-ce que ça joue un rôle dans le mécanisme qui conduit à l'élection d'Hitler en Allemagne ou pas? Ce sont des débats qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Et même si à un moment donné, il y a un consensus relatif qui s'établit, d'abord, il n'est jamais complet en histoire, jamais complet. On trouvera toujours des voix dissidentes. Je ne parle pas des provocateurs, des dissidents qui argumentent, qui discutent. Regardez un débat aussi simple sur Yalta en France. Vous entendez Yalta, vous entendez partage du monde. Partage du monde. C'est-à-dire, vous allez voir dans la presse économique, il faut faire le Yalta de la machine-outil, il faut des choses comme ça. Bon. Quand on regarde les sources sur Yalta, il n'y a pas de partage, en fait. Il y a des discussions sur le sort de l'Allemagne, il y a le partage de l'Allemagne en plusieurs zones. C'est grâce à Churchill que la France est remise dans le jeu et obtient d'avoir une zone en Allemagne, qui est prise d'ailleurs sur les zones anglaises ou américaines, et qu'elle devient membre du Conseil de sécurité, mais il n'y a pas de partage à proprement parler. Il n'y a pas d'abandon de l'Europe de l'Est à Yalta par Roosevelt et Churchill, par naïveté, par cynisme, parce qu'ils ont besoin de Staline dans la guerre du Japon. Il n'y a pas ça, en fait. C'est surtout en France qu'on voit ce terme. Pas que en France, mais surtout en France. Pourquoi? Parce que les Français sont ulcérés de paillettes, parce que De Gaulle est furieux de paillettes, et qu'il veut se détacher des conclusions de Yalta qui seraient contestées. Alors, Yalta, Staline signe un engagement sur l'Europe libérée, où il s'engage à faire des élections libres dans les zones libérées des nazis par la mer Rouge. Il fera exactement le contraire dans les années 45, 46, 47, etc. Donc, il y a un débat sur Yalta, alors que ça paraît évident. Prenez plus récemment la chute du mur. Pendant une dizaine d'années, j'ai eu un séminaire à Sciences Po et en 4e et 5e année, je m'amusais à présenter les images où les Berlinois sont sur le mur, vous voyez. Alors, en général, les étudiants, à Sciences Po quand même, on n'est pas au cours moyen, Sciences Po. En général, les étudiants me disaient, c'est incroyable le courage de ces gens qui ont abattu le mur à coups de pioche. Après, je leur dis non, c'est des images du lendemain, quand les gens viennent avec des pioches, en effet, pour récupérer des petits morceaux de mur qui vont devenir comme des souvenirs étrusques, après, vous voyez, pour vendre des petits morceaux du mur. En fait, le mur a été ouvert. Il n'a pas chuté, il a été ouvert. Alors, on raconte le processus qui fait que le gouvernement de Berlin-Est, aux abois, finit par ouvrir le mur et qui ne donne évidemment pas l'ordre aux policiers et des gardes-frontières de tirer. Les portes sont ouvertes, tout le monde s'engouffre dans Berlin-Ouest, dont Mme Merkel,
qui se promène, qui va acheter un éclair au chocolat et qui rentre chez elle à Berlin-Est après. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un point qui permet de réfléchir sur la mémoire visuelle, donc émotionnelle, des gens qui traitent les événements contemporains. Bon, je ne vais pas accumuler les exemples en histoire, il y en a plein, y compris sur les périodes plus tragiques, plus récentes, le débat qui a existé pendant longtemps, qu'on ne peut pas mener quand on voit les horreurs humaines à Kiev, avec les bombardements, les exécutions, etc. Mais le débat sur est-ce que les Occidentaux ont une politique intelligente par rapport à la Russie après la fin de l'URSS, donc au début des années 90, période de Yeltsin, puis mandat 1 de Poutine, puis mandat 2 de Poutine, puis mandat Medvedev, avant l'engrenage qui a suivi. Il y a un débat. Il y a un débat qui a eu lieu. Encore une fois, c'est impossible à trop dire en ce moment parce que c'est trop bouleversant sur le plan humain. Mais les grands vétérans de la guerre froide, Kissinger, Brzezinski, Matlock, Kennan, etc., étaient tous contre l'élargissement de l'OTAN, par exemple, même si les Polonais le demandaient, pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc c'est un débat académique, c'est un débat historique qui a pu avoir lieu, qui n'a pas lieu là, parce que, en gros, pour l'Occident, tout est de la faute de Poutine seul, en gros. Donc il y a une satanisation de Poutine, mais ça reviendra un jour ou l'autre, même avec Poutine, mais en tout cas après Poutine, sur comment est-ce qu'on fait pour cohabiter, pour voisiner, pour coexister avec une entité comme la Russie. Est-ce qu'elle est intrinsèquement, génétiquement dangereuse, on va dire, ou est-ce que c'est lié à un engrenage de politique bonne ou mauvaise, etc. C'est pour dire que rien n'échappe à ces discussions. Et que ça nous renvoie assez souvent à un débat très connu qui est est-ce qu'il faut rechercher l'histoire, quitte à la retravailler, ou la mémoire. Alors moi, clairement, je suis du côté de René Raymond et de Pierre Nora. Enfin, cette histoire, l'histoire, je suis pour l'histoire. Une histoire franche, vraie, qui progressivement corrige les différents mensonges qui ont été nécessaires à un moment ou à un autre. Je ne suis pas pour le devoir de mémoire. Je sais qu'il existe, ça correspond à nos sociétés, très émotionnelles, et le devoir de mémoire est très révélateur sur l'état des esprits et le rapport des forces de la société qui le fabrique. Sur l'histoire elle-même, il n'apporte pas grand-chose. Par exemple, le débat sur la déconstruction nécessaire du fameux roman national, selon certains historiens, certains vont dire bah oui, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus exacte des différentes époques de l'histoire de France et des interactions avec les autres histoires d'ailleurs. D'autres diront non, ça fabrique un roman antinational, qui n'est pas plus sérieux que le roman national. Donc, c'est des débats sans fin. Bon, sans fin. Donc, je ne peux pas dire dans les domaines qui m'intéressent le plus que je peux plaquer commodément, enfin, pas plaquer, ce serait péjoratif, appliquer commodément la grille de lecture. Il y a des gens qui disent la vérité, il y a des faussaires, il y a des imposteurs. Non, c'est un débat sans fin, sans fin. Et ça dépend, comme on dit dans les jargons, d'où on parle, qui on est, d'où on parle, à quel moment, et on parle à qui. Alors, je me suis dit, peut-être que quand même, dans le domaine historique, pardon, excusez-moi, lapsus, dans le domaine scientifique, il se trouve, Caroline, que pour préparer cette petite intervention, j'ai lu un texte d'Étienne Klein, que tout le monde connaît, je pense, La vulgarisation scientifique est-elle un échec? C'est un petit document publié par l'Institut Diderot. Alors, il dit, il va conclure que plutôt non, même si. Bon. Et alors, c'est amusant parce qu'il dit il y a des questions qui sont normalement évidentes, auxquelles la réponse est évidente. Par exemple, il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil. La réponse attendue est évidemment oui. Pourtant, dans une certaine mesure, il est devenu inexact de dire que la Terre tourne autour du Soleil. Cette formulation laisse en effet entendre que le Soleil occuperait une sorte de centre ou constituera un référentiel au statut particulier différent des autres. Or, la relativité générale a montré que c'était plus compliqué, etc. Vous voyez, pour eux, je crois une évidence scientifique. Même chose, il prend l'exemple, l'électron est-il plus petit que l'atome? Il veut dire qu'en réalité, si on applique la théorie quantique, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas une question de taille, mais de flux. Bon. Après, il prend un autre exemple. Est-ce que le lait radioactif devient-il sain quand on le chauffe? Et là, il rappelle que tous les corps sont radioactifs, plus ou moins. Bon. Donc, c'est amusant, parce que Étienne Klein, dans des domaines où il y a quand même la science, il y a le maître étalon, voilà, il y a la science. Il dit, bon, c'est quand même plus compliqué, et donc ça nous ramène à la question de la crédibilité. Et derrière tous les débats, il y a qui est-ce qui a le pouvoir de dire que ceci est vrai ou pas vrai. Parce que la dénonciation de l'imposteur ne fonctionne
que s'il y a une crédibilité suffisante des autorités qui vont déclarer que c'est une imposture. Alors, pour rester dans le domaine de la science, autre, d'ailleurs, dernière citation du petit ouvrage d'Étienne Klein, la France est le seul pays d'Europe dans lequel le crédit de la parole scientifique s'est effondré. Nous avons perdu 20 points. Alors, il compare à des enquêtes il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Alors que tous les autres pays, Allemagne, Italie, Angleterre, etc., partant du même niveau de confiance très élevé dans la parole scientifique, 90% des gens croient la parole scientifique. Ça se réfère aussi aux polémiques pendant la pandémie, vaccins, etc. Et donc, ils l'ont conservé, les autres, 90%. Celui-ci a chuté dans notre pays, dramatiquement. Il importe de se demander pourquoi. Donc, vous ne pouvez même pas, dans vos travaux, si je puis dire, considérer que dans le domaine scientifique, c'est tout à fait parfaitement clair. Vous le savez bien, puisqu'il y a eu des controverses sur les vaccins dans un sens ou dans d'autres. Donc, moi, je pense que je vois bien que les interventions préparées sont d'une érudition extraordinaire, très, très pointue, très, très, très remarquable. Je crois qu'il est intéressant puisque vous m'avez demandé de parler au début, Caroline, il est intéressant de compléter ça par une réflexion sur précisément l'effondrement de cette croyance, on va dire crédibilité, pour ne pas dire croyance, dans la parole vraie, dans différents domaines, même les plus solides. Or, on a quand même connu en Occident, enfin en Europe et en Occident, une époque qui, par des Lumières, on va dire le 18e, et puis tout ce qui en est issu sur le plan intellectuel, philosophique, juridique, politique, puisque les Occidentaux ont contrôlé le monde pendant 2-3 siècles, bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ils l'ont contrôlé. Et ça se termine maintenant, puisqu'on n'a plus le monopole. Mais c'est la croyance dans le progrès, dans les sciences. Regardez l'image de Pasteur, c'est quand même exceptionnel. Pasteur, regardez tout Jules Verne. Tout Jules Verne, c'est une croyance extraordinaire dans le progrès à travers des engins qui sont, il y a des trains, des ballons, des avions, des sous-marins, non pas encore les avions, mais enfin, vous voyez, il y a toute cette… Et aujourd'hui, comment on va voter un arrière-petit-fils de Jules Verne? On ne sait rien. Peut-être qu'il va voter pour des gens qui rejettent tout ça en bloc, en disant rien n'est vrai. Vous avez un autre élément dans les domaines qui m'intéressent, qui est celui de la démocratie. La démocratie, je pense qu'elle est beaucoup plus menacée que de l'intérieur que par Poutine, en fait. Je ne néglige pas la question de Poutine et puis l'abomination de cette décision d'attaquer. Mais qu'est-ce qui se passe dans les démocraties depuis que tout le monde a accès en fait aux informations, qu'il y a le monde numérique, etc., c'est qu'il y a une contestation grandissante de la démocratie représentative. Vous vous rappelez d'ailleurs que dans le mouvement Gilets jaunes, quand le gouvernement de l'époque voulait essayer de discuter avec certains d'entre eux, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils ne voulaient pas désigner un représentant. Alors certains sont venus en cachette pour dire « je viens vous dire bonjour, mais je ne peux pas rester parce que je ne suis pas désigné comme représentant et je serais rejeté, voire menacé, si j'acceptais de parler parce que personne ne nous représente. » Donc chacun est représenté par lui-même. Donc on est dans un phénomène tout à fait original dans lequel tout le monde, avec je sors mon portable pour dire que c'est l'instrument de la démocratie directe permanente, ce qui était une utopie sympathique pour des petits cantons suisses peut devenir un mode de fonctionnement. Et en été techniquement, on pourrait interroger tous les Français en âge de voter, voire au-delà, tous les matins, en disant par exemple, est-ce que vous voulez rétablir la peine de mort? Alors là, vous auriez sans doute une majorité, toc, en disant, il y a eu un crime atroce la semaine dernière, donc je rétablis la peine de mort. Clic. Le lendemain, on dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est incroyable, ce n'est pas du tout mes idées, donc j'abolis la peine de mort. Qu'est-ce qu'il faut faire des budgets des hôpitaux? Il faut les augmenter, c'est évident. Donc, je double le budget des hôpitaux. Le lendemain, on va m'interroger sur les impôts. La France est le pays le plus imposé au monde. Certaines années, c'est le Danemark, mais en général, c'est la France. Donc, la majorité des gens, peut-être pas la même majorité, mais ça peut bouger, va dire cette pression fiscale est intolérable, elle asphyxie la société, donc je diminue les impôts de 20%, etc. Donc, ce qui était une utopie philosophique rousseauiste pour s'amuser peut devenir un procédé technologique. Alors, je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence dont je parle, mais tout ça se combine. Mais on voit bien que dans les dernières années,
le pourcentage de gens qui ne se sentent pas représentés, qui ne sont pas prêts à voter pour des gouvernements dits, des partis dits de gouvernement, et qui sont prêts à voter pour des partis qui les contestent en bloc, etc., est quand même considérable. Et la France est le pays démocratique dans lequel c'est le plus élevé. Même, ça ne veut pas dire que les autres démocraties soient en pleine forme. Voyons les États-Unis, au bord de la guerre civile, en tout cas intellectuellement, etc. En Allemagne, c'est différent parce qu'ils ont tellement peur d'eux-mêmes et du passé. Il y a une constitution qui les oblige vraiment à faire des coalitions, etc. Bon, c'est différent. Donc, je crois qu'il y a un énorme phénomène de défiance. Et que donc, sur n'importe quel sujet, en dehors des cas pittoresques et amusants des canulars, là, on voit bien comment des revues se sont fait piéger. Vous avez vu comment des revues, dans la bataille woke et anti-woke aux États-Unis ou au Canada, il y a des revues comme ça qui se sont fait piéger par des articles extravagants, amusants. C'était des canulars, tradition de canulars. Et si on est dans le débat vérité et imposture, vous êtes obligé, je crois, à chacun d'entre vous, enfin, je suggère que, puisque Caroline m'en a donné l'occasion, je suggère vous interroger sur qu'est-ce qui explique cet affaissement de la crédibilité de la parole vraie, vous voyez, dans les différents domaines. Après, vous pouvez décliner. Et quand, alors il y a le domaine scientifique, oui, ça tient à peu près. Le domaine géopolitique, je dis, ça dépend du rapport de force, en fait. Donc, les Occidentaux qui ont maîtrisé l'histoire du monde n'ont maintenant plus le monopole. Ils sont très puissants et riches et influents, etc., mais ils n'ont plus le monopole. Et la mondialisation heureuse telle qu'elle a été présentée après la fin de l'URSS, soit sur le mode intellectuel, nos valeurs universelles, soit sur le mode économique, l'économie globale de marché dérégulée, l'idéologie OMC, etc., on voit bien que c'est fini, ça. Ce n'est pas complètement fini, mais sous cette forme globale et très confiante, c'est terminé. Donc, on a affaire à... On représente une partie du monde, mais pas tout le monde. Et quand, dans mes cours, je commence toujours par dire qu'il n'y a pas de communauté internationale. Ça n'existe pas. C'est un objectif. Il y a un monde, il y a un système international changeant. Il n'y a pas de communauté. Le mot de communauté est trop riche, trop fort. On ne peut pas dire, par exemple, la communauté internationale est révoltée par ce que fait l'armée russe. S'il n'y a pas la Russie dedans, c'est que ce n'est pas la communauté internationale. Alors, c'est qui? C'est la communauté occidentale. Donc, on le voit d'ailleurs à propos des projets pour juger Poutine un jour. En fait, la plupart des grands pays n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, à commencer par les États-Unis, qui n'ont pas ratifié. La Russie, évidemment, non. La Chine, évidemment, non. L'Iran, évidemment, non. Israël, évidemment, non. Les Arabes, évidemment, non. Donc, en fait, c'est les Occidentaux et puis toute une série de pays qui sont autour. Mais même cette lecture est un tout petit peu optimiste, parce que quand on regarde le vote à l'Assemblée générale des Nations unies censé condamner l'agression russe, alors c'est un fait évident, là, non discutable, c'est l'agression russe, la décision du 25 février. Il y a quand même une quarantaine de pays qui ont refusé de voter ça. Alors, soit ils n'ont pas voté, soit ils sont abstenus, soit ils ont voté blanc, en quelque sorte. Ils n'ont pas condamné. Ils n'ont pas condamné. La quarantaine de pays, ce n'est pas la majorité, puisqu'il y a près de 195 pays aux Nations Unies, mais les 40 pays font la majorité en termes démographiques. Donc, il y a une majorité des populations mondiales représentées par ce courant qui a réinventé le non-alignement qui existait à l'époque de la guerre froide. L'Est, l'Ouest et le tiers-monde et les pays alignés parce qu'ils ne voulaient pas choisir, précisément. Voilà le monde dans lequel on est, ce qui veut dire que ce n'est pas évident de trouver, mais vous en trouverez certainement, des domaines dans lesquels il y a une vérité clairement établie et il y a une imposture qu'il faut analyser, des mensonges qu'il faut analyser, il y a des stratégies, on dirait le bourrage de crâne à l'époque de 14-18. Hein. Il y a des stratégies qui sont évidemment 1000 fois plus puissantes maintenant, et ce sera ma conclusion, qu'à peu près tout le monde a accès au monde numérique. Je pense qu'il y a toujours eu, à toutes les époques, un groupe, un individu dans son coin, au café du village, par exemple, qui disait les mêmes choses. Hein. Sur, tout ça, c'est des salauds, des menteurs, des corrompus, on nous raconte des salades, c'est pas vrai. Bon, je sais que tout ça est faux, mais il était tout seul dans son coin. À partir du moment où n'importe qui peut accéder à un système numérique global qui le valorise, ou alors des gens beaucoup plus même cérébrés, beaucoup plus élaborés, qui élaborent des théories, le goût des théories du complot, c'est fascinant, ça. Il faut analyser pourquoi c'est tellement séduisant. Pas uniquement parce que les gens l'ont vu dans des films genre James Bond. Donc, il y a une sorte d'attraction pour ça. Alors, on peut dire, bah oui, parce qu'il y a eu des complots, en vrai. L'histoire est pleine de complots.
Enfin, elle est pleine de complots qui ont échoué et elle est pleine de phénomènes géants qui ne s'expliquent pas par les complots. Parce que c'est presque impossible dans les phénomènes humains globaux qu'il y ait des gens assez forts pour s'organiser. On peut trouver ça dans Alexandre Dumas ou autre, mais qui s'organisent et qui déterminent le destin collectif. C'est presque impossible, même si à certains moments, il y a des décisions, il y a des personnes. Regardez le putsch de Lénine, par exemple, au début de l'URSS, il y a des personnes qui font basculer l'histoire. Oui, c'est vrai, mais ça ne peut pas être une explication globale. Pourquoi dans nos sociétés, et ça me renvoie au commentaire de Klein, hein, pourquoi dans nos sociétés aujourd'hui, la France du XXIe siècle, il y a tellement de gens prêts à croire ça? Voilà, donc vous comprenez mon approche du sujet. C'est un peu loin de vos réflexions, j'espère pas trop. J'espère que ça peut alimenter vos réflexions, j'en serais très heureux. Et je crois que vous pouvez donc à chaque fois ajouter les questions que j'ai mises en avant. Pourquoi est-ce que la vérité est évidente à mes yeux, ou tel ou tel groupe n'est pas évidente, et qu'est-ce qui se passe en face, et qu'est-ce qui explique cet effondrement de la confiance, la société de la défiance. Et je crois bien sûr qu'il faut lutter contre la défiance. Il faut reconstruire une société de compréhension, de confiance, de crédibilité, mais comment? Qui a le pouvoir de faire ça? Qui est en mesure de parler à qui pour faire rebouger les gens? Dans ce sens, il le faut parce que les sociétés dans l'état que nous constatons sur cette défiance sont très, très, très mal armées pour affronter les problèmes qui sont les leurs. Donc, c'est en plus démocratiquement et politiquement très, très handicapant. Voilà mes réflexions un peu au galop. Et encore une fois, j'espère que vous y trouverez matière à compléter les vôtres. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Si vous voulez bien, on va vous garder encore quelques minutes pour s'il y a des questions, des commentaires. Et donc, je cède la parole au public. Vous pouvez lever votre petite main ou ouvrir votre micro sans que ce soit trop le chaos pour poser des questions à Hubert Védrine. Allez-y. Je suis Lynn Hervé-Passé, je suis doctorante à l'université de Limoges en recherche-création et je travaille sur le discours contre-hégémonique et l'écriture visuelle chez Thomas Paine. Et justement, cette recherche de la vérité et combattre la défiance est au cœur de mon travail parce que je travaille sur un révolutionnaire du XVIIIe siècle, donc, qui vulgarisait les travaux de ses contemporains et de ceux qui l'ont précédé, notamment Locke. Et je pense que le fait de... Donc, à mon petit niveau, ma réflexion va être la suivante. Je pense que en France, plus particulièrement, entre le fait d'avoir tous ces beaux principes et de voir leur application concrète, il y a vraiment un hiatus, en fait, et la population se demande, enfin, en tout cas, moi, je me demande aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des belles paroles? On a une très belle constitution, on a cet héritage des droits de l'homme, de la Révolution française, et puis dans les faits, on parle souvent de bugs cognitifs, en fait. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? En fait, on a l'impression d'être dans un mirage. Et quand des personnes, par exemple, donc je reviens à Thomas Paine, qui viennent du peuple, qui s'approprient des outils populaires, par la langue notamment, dénoncent certaines choses, eh ben on les met en marge de l'histoire, de la société, parce qu'à chaque fois que je parle de Thomas Paine, personne ne le connaît en France, à part bien sûr des universitaires. Donc voilà, c'était juste une remarque, une réflexion aussi par rapport à ce que vient de dire Monsieur Védrine. Je suis très impressionnée de pouvoir échanger avec lui et avec vous tous. Donc voilà, c'était juste ma réflexion à mon petit niveau. Merci. Caroline, est-ce que je peux dire un mot? Ah, mais bien sûr, c'est l'idée, hein, c'est que vous échangez avec le public. Et je vais dire un mot qui est hors sujet, en fait. Et là, j'ai écouté, c'est très intéressant. Et je n'ai rien à dire en plus. Je trouve que sa recherche est très, très précisément intéressante. Puisque vous parlez de Limoges, je vous signale que mon grand-père était maître verrier. Excusez-moi, Caroline, mais j'en profite. Mon grand-père était maître verrier à Limoges.
de 1907 à 1960, il a fait des milliers de vitraux sublimes. Il a fait les vitraux de la gare de Limoges, d'ailleurs, dans lequel vous passez souvent. Vous verrez Chigot. Chigot, c'est son nom. Et nous préparons avec le musée des Beaux-Arts de Limoges une grande exposition à l'automne prochain, où il y aura l'exposition, un petit film, une biographie, un catalogue. Voilà, excusez-moi pour cette publicité indirecte, mais je suis content de toutes les occasions de sortir ce grand artiste de l'oubli. Voilà. Vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle virtuelle? Alors, il y a un commentaire par écrit. Oui, il y a un commentaire par écrit. Alors, c'est Roman, ça c'est un des étudiants de Nanterre, qui dit « Alors, vous disiez que la défiance a probablement toujours existé, le numérique l'ayant exacerbée. Comment pourrions-nous imaginer un système d'information qui s'adapterait à ces changements? Je vous ai découvert avec votre interview sur la chaîne Thinkerview. » Je pense que dans un premier temps, le numérique s'est développé à partir d'une idéologie assez sympathique, très de liberté, libérale, pour pas dire libertaire, voire un peu anard, mais anard soft, sympa. Bon, ça c'était la présentation pour qu'on s'est rendu compte que ça permettait la constitution d'entreprises qui sont d'entreprises mondiales avec une influence géante, beaucoup plus importante que les 3/4 des États. Bon. Donc je pense qu'il va y avoir à un moment donné quand même une sorte de vaccination, si je puis dire, par rapport à ça, et que même des gens qui croyaient tout naïvement parce qu'ils l'avaient lu sur je ne sais quel site, ont développé peut-être une culture de l'esprit critique. C'est la base même de l'éducation. Après tout, on peut apprendre aux enfants à ne pas croire tout ce qu'ils lisent, en montrant plusieurs journaux différents. Donc je pense qu'il est possible, à partir de maintenant, de développer une sorte de pédagogie critique, pas critique systématique, etc., mais d'analyse critique, à partir du numérique, en expliquant aux enfants très tôt dans les écoles qui a le pouvoir d'envoyer des messages, d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut comparer, comment est-ce qu'on peut remonter aux sources. Donc, il faut développer tout ça. Ce n'était pas possible au début, parce qu'il y a une sorte d'élan qui était lié d'ailleurs à la mondialisation heureuse, qui était en réalité une américano-globalisation dérégulée, financiarisée. Bon. Donc voilà, je pense que le moment est venu de développer ça en expliquant. Donc ça veut dire que dans chaque famille où il y a des adolescents qui sont complètement happés par cet aspect de culture, il faut leur donner des anticorps, quoi. Je n'ai pas d'autre idée géniale parce que c'est vrai que je crois que ça change tout. Et dans l'affaire dont je parlais, démocratie représentative directe, évidemment, c'est au centre. Voilà, développer, mettre en avant cette question, ne pas le subir comme une sorte de fatalité ou de progrès technique formidable devant lequel on ne peut rien faire que de s'incliner. Développer voilà, une intelligence pédagogique critique de l'époque numérique. Bon. Véronique Béguin, oui, merci beaucoup. Vous êtes encore un homme politique important de notre histoire récente et ma question c'est que peuvent les hommes et les femmes politiques face à cette perte de confiance, en fait, cette défiance croissante? Est-ce qu'ils ont, alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur le développement de la pédagogie et de l'analyse critique, ça se fait beaucoup dans les universités d'ailleurs, dans certaines filières actuellement, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que les hommes et les femmes politiques ont un rôle à jouer, et si oui, lequel d'après vous? Le développement de la pédagogie, à mon avis, il faut le faire au collège. Enfin, il faut que les enseignants du collège soient formés à développer ça au moment où tous les adolescents sont dévorés par cette addiction, en fait. Et puis, il faut des spécialistes des addictions, en plus, pour traiter ça. Bon, donc on est d'accord là-dessus. Une remarque, moi, je n'ai pas été un homme politique au sens que je n'ai jamais été dans un parti et je n'ai jamais été candidat, donc je n'ai jamais eu à faire des promesses extravagantes, intenables, vous voyez. Donc, je n'ai jamais eu à promettre aux gens que des miracles insaisissables, inatteignables. Donc, je n'ai pas été attaqué par le fait que j'avais menti parce que on n'avait pas réussi à marcher sur l'eau. C'est le phénomène de la démocratie. Donc, j'ai été par les hasards heureux de la vie que dans le pouvoir, en fait. Alors, j'ai une expérience très, très forte parce que ça a duré 20 ans et que j'ai continué à être proche de beaucoup de dirigeants dans le monde des démocraties, mais c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Les hommes et les femmes politiques, c'est un vaste ensemble. Hein. Il faudrait d'abord qu'ils soient conscients de l'importance de ce qu'on vient de se dire là. Par exemple, sur la question de la pédagogie. Mais la plupart d'entre eux, quand ils sont jetés dans
dans l'arène politique, leur priorité, c'est d'être connus. Apparaître. Les gens très connus, ils n'en ont pas besoin. Mais d'être connus. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la force au début de résister à ça. Donc, ils vont accepter n'importe quelle invitation, ils vont répondre à n'importe quoi. Ils vont réagir n'importe comment. Or, il y a une présidente de l'Académie des sciences, peut-être que certains d'entre vous connaissent son nom, il y a une quinzaine d'années, qui a fait une déclaration que j'adore en disant on ne peut pas à la fois réagir et réfléchir. Je trouve ça génial parce que c'est évidemment le contraire exact de la façon dont fonctionne tout le débat public, qui est une sorte de réaction hystérisée, etc., etc. Donc, il faut d'abord il faudrait que le monde politique, les hommes et les femmes politiques sont conscients du fait qu'il y a un problème. Et donc, ne pas faire confiance qu'à des communicants qui vont leur expliquer comment ils vont surgir réussir à surnager, on va dire, dans le monde numérique. Vous voyez, par exemple, quelqu'un a parlé de Thinkerview. Thinkerview, moi, je n'ai pas de fonction, je ne suis pas candidat, je suis donc tout à fait libre et j'accepte les invitations à propos de mes livres, notamment. Et on m'a parlé de Thinkerview, donc j'ignorais tout. C'est donc un site sur lequel on est interrogé sans limite de temps. C'est ça l'enjeu. Alors que dans les radios du matin, c'est 1 minute 30, et bon, etc., etc. Donc j'ai parlé 3h15. 3h15 sur différents sujets. Est-ce qu'il faut recommander aux hommes et femmes politiques de se faire rares, de parler que quand ils ont quelque chose d'intéressant à dire, de ne pas réagir sans arrêt à ce qu'a dit quelqu'un 3 minutes avant? Oui, mais qui va leur dire ça? Il n'y a pas d'école des hommes politiques où on va leur dire voilà comment ils font. Oui, on ne va pas réinventer une morale de Romain antique par rapport à ça. Donc, il faudrait qu'ils en soient conscients. Alors, je pense que tous les gens qui ont exercé des fonctions, déjà, notamment tous les élus découragés qui ne se représentent pas, ils savent tout ça, parce qu'ils l'ont appris. Et ils ont vu l'inanité des efforts consistants à communiquer n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, à n'importe quel prix, pour dire n'importe quoi dès lors que ça attire l'attention sur eux. Je pense qu'ils ont fait ce parcours, cette espèce de chemin de croix. Donc, il faudrait faire un rassemblement des anciens responsables et des anciens élus pour donner des conseils aux nouveaux par rapport à ça. Il faut que ce ne soit pas clivé, parce qu'il ne faut pas que ça profite à un courant politique plutôt qu'à un autre. Bref, les hommes et les femmes politiques me paraissent les plus mal placés pour faire l'exercice auquel vous les appelez. Il faut que ça vienne d'ailleurs, en fait. Il faut qu'il y ait des sortes de comités d'électeurs vigilants qui leur disent mais arrêtez de faire ça. On n'a pas besoin de faire des tweets tout le temps, ce n'est pas le sujet. On veut que vous répondiez à tel sujet, vous preniez position sur telle loi, que. Ça veut dire réinventer collectivement une morale civique. Donc ça ne se fait pas comme ça. Mais ils sont plutôt victimes. C'est très dur la pression, franchement. C'est pour ça que moi, compte tenu de mon expérience, j'ai développé une très grande indulgence, peut-être exagérée, dire professionnelle pour les gens qui dirigent malgré tout. Parce que c'est quand même très, très difficile. On est harcelé sans arrêt, on n'a pas 2 secondes pour réfléchir, on est sommé de réagir sur ceci, sur cela. Quand j'étais aux affaires étrangères, c'est très vieux, ça remonte il y a une vingtaine d'années, et les choses ont beaucoup évolué. Et puis en plus, j'étais tranquille, parce que c'est un domaine un peu plus compliqué, un peu au-dessus. C'était la cohabitation, Chirac m'adorait, Jospin me faisait confiance, donc j'avais une autorité, une autonomie énorme. Malgré ça, il y avait une pression tellement considérable que j'en étais arrivé à l'idée qu'il fallait avoir, en quelque sorte, deux politiques. La vraie politique étrangère. Qui sommes-nous? Là, c'est toute l'histoire. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et quel est l'objectif à long terme? Que la France existe toujours dans 30-40 ans, qu'elle ait quand même un poids, une autonomie de décision pour ses intérêts vitaux, ses valeurs, blablabla, etc. Ça, c'est la vraie politique. Et puis, d'autre part, gérer l'agitation quotidienne sur 1000 petits sujets, sans importance historiquement, mais très importants à un moment donné. On est dans des sociétés qui sont soumises à une sorte de dictature émotionnelle permanente. Et c'était tellement important que je ne pouvais pas considérer que c'était un domaine négligeable. On peut dire je m'occupe que du fond et des choses sérieuses. Il fallait faire les deux, en fait. Et ce n'est pas les mêmes rythmes, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes comportements, et ce n'est pas les mêmes collaborateurs en plus. Vous voyez, et encore, je prends l'exemple d'un ministre important en cohabitation, il est comme un peu les présidents comme situation, mais ça ne se compare à rien d'autre dans la scène politique. Donc, le sursaut ne peut pas venir des hommes et des femmes politiques, sauf exception formidable,
mais il peut y avoir un mouvement qui finit par s'imposer à eux, peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a une ultime question avant qu'on fasse la pause? Eh bien, alors, pas de questions. Alors, merci beaucoup, Monsieur Védrine, pour votre intervention et d'avoir accepté de participer à cette journée d'études. Vraiment, merci. Merci, Caroline, pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci aux autres pour votre écoute.